Bonsoir, bonjour. Donc moi, je vais avoir l'honneur de modérer cette première table ronde qui s'appelle Guerre. Et pour l'introduire, je voulais dire que la guerre, malheureusement, c'est quelque chose que la Russie connaît depuis très très longtemps. Et on a parlé tout à l'heure de Oleg Orlov, qui bien sûr dans toutes nos pensées aujourd'hui, comme depuis son arrestation et depuis le début de son procès. Lui, il a commencé sa, si je peux le dire, carrière de défenseur des droits humains en s'opposant à la guerre en Afghanistan. Donc c'est pour vous dire que la guerre ne l'a jamais quitté, ou plutôt l'opposition à la guerre ne l'a jamais quitté. Il a toujours documenté les crimes commis dans les nombreux conflits dans lesquels la Russie a été embarquée, d'une façon ou d'une autre, de façon directe, hybride, ou à travers les guerres de propagande. Et c'est ces aspects-là, ces questions-là qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui avec nos invités. C'est pour ça que la table ronde s'appelle tout simplement Guerre. Et bien sûr, on parlera de un peu la genèse de la question avec Alexandre Tcherkassov, qui va nous parler de cette chaîne de l'impunité, la chaîne de crime, et la chaîne aussi des acteurs impliqués dans ces conflits qui se poursuit depuis de longues années. On a aussi l'honneur d'avoir Denis Volocha qui nous vient de Kharkiv, de l'Ukraine, et je voulais particulièrement saluer sa présence parce que c'est un très très long chemin, malheureusement, de Kharkiv à Paris ces jours-ci. Et voilà, il vient d'arriver et j'imagine seulement comment cette route a dû être compliquée, mais même la permission pour quitter l'Ukraine actuellement est compliquée. Donc c'est vraiment une chance d'avoir Denis avec nous. Nous avons également Ousmane Ngaï, de journaliste de TV5 Monde, qui nous parlera de l'Afrique, de la situation, de la présence de la Russie actuellement sous plusieurs aspects en Afrique, et Laurent Geslin qui parlera des Balkans. Et on entrera dans tous ces sujets au fur et à mesure. Mais sans perdre du temps, je vais passer la parole à Alexandre Tcherkassov qui nous fera un tout petit peu à la fois le point sur la Tchétchénie, la Syrie et l'Ukraine bien sûr, mais également qui était un peu les points de départ suite à Afghanistan que j'ai déjà mentionné, de cette chaîne de l'impunité qui malheureusement ne s'arrête plus depuis. Je veux juste présenter brièvement Alexandre, qui était président du Conseil de Centre de droits humains Mémorial de 2012 à 2022, si je ne me trompe pas, et qui est défenseur de droits humains, bien sûr, très très connu, qui était au tout début du travail de Mémorial et que je suis sûre beaucoup d'entre vous dans cette salle connaissaient bien. Merci. Et Alexandre va parler russe, donc c'est pour ceux qui vont avoir la traduction. Et Denis également. Malheureusement, on n'a pas la traduction ukrainienne aujourd'hui. Et nos deux autres invités vont parler français, donc préparez vos casques pour bien comprendre leur intervention. Merci. Mon français est crime contre l'humanité, je vais parler russe. Значит, во-первых, до того, о чем вас всех уведомила Александра, я скажу. Donc, comme vous a dit Alexandra, je vais parler et je vais dire quelques mots par rapport à ce qu'a dit Anastasia Garina. Je vais vous dire que, en fait, il y a un système derrière tout ce chaos et c'est cela qui est au cœur de notre travail. En fait, notre centre mémorial qui a été créé en 89 et donc nous disons toujours que nous avons 30 ans. En fait, nous avons enregistré notre centre en 92. Ensuite, nous avons enregistré nos statuts en 93. Donc, bien sûr, c'est une histoire assez compliquée. Et ces histoires compliquées dont nous parlons ici aujourd'hui, lors de ces rencontres et demain, qui vont se poursuivre demain, donc Mémorial a commencé son travail avec deux thématiques majeures. Donc, c'est le Haut-Karabakh et toutes les problématiques liées aux crimes de guerre. Et le deuxième sujet, c'est l'aide aux réfugiés, les réfugiés qui sont bien sûr contraints à quitter leur pays
à cause des guerres, à cause des conflits armés. Donc, en fait, notre travail a toujours été lié d'une manière ou d'une autre aux conflits armés. Et d'ailleurs, Oleg Orlov a été le premier à lancer un programme d'aide aux prisonniers politiques. Et donc, tous ces sujets sont liés également aux thématiques, aux problématiques de discrimination qui émerge aussi lors des conflits ou qui amène au conflit, qui amène aux guerres. Et donc, bien sûr, nous avions plusieurs programmes au sein du mémorial qui traitaient de ces sujets, de nombreux aspects du même sujet, donc les violations des droits de l'homme à la fin de l'URSS et dans l'espace post-soviétique, et qui étaient surtout liés aux conflits armés. Donc, bien sûr, ces thématiques de nos tables rondes d'aujourd'hui et de demain sont liées à la logique du travail de mémorial. Et deuxièmement, donc je vais passer maintenant au sujet de mon intervention en vous disant que les conflits armés au sein de l'espace post-soviétique sont peut-être chaotiques de prime abord, mais il y a un système derrière. Effectivement, l'Afghanistan, si on pense aujourd'hui à la guerre en Afghanistan, ça fait 40 ans que la Russie mène des guerres. Donc, à la périphérie de la Russie, à la périphérie de l'espace post-soviétique, il y a eu donc les guerres en Tchétchénie, la guerre en Géorgie et ainsi de suite. Donc, en fait, il y a une certaine sous-culture, on pourrait dire, qui est là, qui est lié à ces crimes de guerre et que l'on constate encore aujourd'hui en Ukraine. Et ces actions sont de fait une répétition de ce qu'on a déjà vu auparavant. Et ce n'est pas un hasard, parce que ce sont les mêmes personnes, les mêmes généraux, les mêmes combattants qui participent à ces guerres, à ces conflits armés, donc ils perpétuent leurs pratiques habituelles. Donc si l'on parle aujourd'hui par exemple de l'Afrique, au cours de l'année dernière, le groupe Wagner, par exemple, il y a eu le général Surovikin qui a participé aux actions en Afrique, et c'est quelqu'un en fait qui a commis son premier crime de guerre la nuit du 19 au 20 août 1993 à Moscou, donc lors du putsch d'août. Ce sont ces soldats qui ont tiré et qui ont tué les défenseurs de la Maison-Blanche. Et je pense que c'est ce lien-là qui lui a donné cette position assez haut placée aujourd'hui dans l'armée russe. Et c'est un symbole très fort. C'est un symbole de répression de la démocratie. Et c'est pour cela que Poutine lui a accordé cette position assez haute dans l'armée. Donc, c'est quelqu'un qui a également lancé donc, la guerre dans le Donbass. C'est une autre personne, Igor Strelkov. Il a été condamné pour le tir sur le Boeing Civic. Donc, il a été condamné pour cela. Et M. Strelkov a déjà mené la guerre en Transnistrie, en Yougoslavie. Donc voilà, encore un exemple. Et lors de la deuxième guerre en Tchétchénie, en tant qu'officier du FSB, il a coordonné des enlèvements de personnes en Tchétchénie. Et ensuite, en 2014, par exemple, à Donetsk, c'était la même personne qui avait travaillé lors des conflits en Transnistrie en 1991. C'est cette même personne, encore une fois, qui était à la tête des CRS à Riga. Donc, on peut continuer cette liste encore très longtemps. Donc, il y a beaucoup de personnes qui avaient déjà commis des crimes de guerre, qui n'avaient pas puni pour ces crimes de guerre, parce qu'il y a encore une fois un système d'impunité qui est reproduit et qui reproduit justement ces crimes de guerre. Et ce système et ces personnes donnent l'exemple à d'autres personnes que cela est permis, que vous pouvez faire cela, vous pouvez tout à fait commettre des crimes de guerre, vous ne serez pas punis pour cela. Et c'est justement pour cela que nous constatons ce que nous constatons aujourd'hui en Ukraine.
Et une dernière chose, on peut se dire que ça s'empirait sans cesse, cela devenait de pire en pire. Effectivement, la situation était très mauvaise. En Afghanistan, on n'a jamais su le chiffre exact de victimes civiles, mais on sait que jusqu'à 50 000 personnes civiles ont été tuées lors des guerres en Tchétchénie. C'est vraiment beaucoup. C'est un chiffre énorme. Donc, cette impunité de cette guerre en Tchétchénie se rapproche de ce que nous voyons aujourd'hui en Syrie et en Ukraine. En Afghanistan, ça a été pareil. Lors de la première et la deuxième guerre en Tchétchénie, c'était pareil. Donc, tout cela, nous avons déjà vu avant. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons plus de moyens pour documenter tous ces crimes, nous avons plus de façons d'en parler, plus de possibilités d'en parler, et il faut le faire. Et aujourd'hui, c'est un travail qui doit être mené d'une façon très, très professionnelle. Donc, je ne voulais pas aujourd'hui parler du film de l'équipe de Navalny. Je pense que de toute façon, nous allons encore assister à une grande polémique sur ce qui se passait pendant les 30 dernières années en Russie. Et il faut faire très attention parce que chaque mot, chaque phrase sera scrutée. Et j'espère que nous pourrons mener ce travail pour souligner effectivement ce que nous devons et ce que nous voulons souligner. Merci. Merci beaucoup, Alexandre. Je voulais bien sûr saluer le travail de Mémorial dans tous les points couverts par le programme Горячие точки dont on a parlé, les points chauds. Je pense que même dans cette salle actuellement, il y a beaucoup de journalistes qui ont fait leurs reportages, leurs papiers en Tchétchénie, en Géorgie, en Ukraine, grâce au travail de Mémorial, pour lesquels le prix a été très, très élevé. Et j'aimerais bien sûr prononcer le nom de Natalia Estimirova, qui a été assassinée pour ce travail de documentation en Tchétchénie, et Ayoub Titiev, qui, lui, a été arrêté sous les accusations tout à fait inventées et a purgé une peine dans la prison pour également avoir documenté les crimes commis en Tchétchénie, en Ingouchie, dans toute cette région. Et comme on sait, bien sûr, mais je veux juste le rappeler, Mémorial a été officiellement liquidé par la justice russe, entre guillemets, juste avant le début de la grande invasion de l'Ukraine par la Russie. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard dans ce timing. Merci beaucoup. On va continuer avec d'autres intervenants et je pense qu'on laissera le temps pour les questions plus tard pour que vous pouvez poser les questions parce que je pense que les interventions sont très complémentaires. Donc je me tourne vers Denis. Merci encore une fois d'être avec nous. Votre sujet d'intervention parle pour lui-même, mission impossible, dénombrer tous les crimes commis par la Russie en Ukraine. Mission d'autant plus compliquée que la guerre continue. C'est pas un regard en arrière, c'est pas quelque chose, on peut tourner la page et faire un bilan de ce qui s'est passé. Au moment que vous continuez votre documentation, les crimes se poursuivent avec l'intensité qui ne fait que l'augmenter. Donc, ce qu'on aimerait surtout entendre de votre part, c'est également non seulement vos conclusions, mais également comment vous arrivez à travailler à Kharkiv, à quoi ressemble actuellement documenter les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité en Ukraine. Merci beaucoup. Два последние года моя организация занимается тем, что собирает, как и другие. Pendant les 2 dernières années, mon organisation travaille effectivement avec d'autres organisations ukrainiennes pour recueillir les données sur les crimes de guerre de l'armée russe en Ukraine. Mais en fait, nous menons ce travail depuis plus longtemps parce que ça fait 10 ans que cette guerre continue. Mais depuis 2 ans, nous avons recueilli des informations sur plus de 60 000 crimes de guerre. Il y a eu des milliers de personnes qui sont venues nous voir pour nous rapporter des informations. Et chacune de ces histoires, c'est quelqu'un qui est mort, c'est un membre de la famille, d'une famille qui est mort ou qui a été torturé ou qui a perdu son logement, sa maison. Et en même temps, je pense que, et je sais
que beaucoup de personnes dans le monde sous-estiment ce qui est en train de se passer en Ukraine. Et peut-être qu'ils ne comprennent pas tout à fait les objectifs et les méthodes de la guerre que la Russie mène en Ukraine aujourd'hui. Et peut-être que même dans cette salle, il y a des personnes comme ça. Donc, par exemple, une dame est restée fumer une cigarette à l'extérieur. Il y a eu un soldat russe qui s'est approché d'elle, qui l'a ligotée et qui a commencé à la tabasser. En même temps, Madame K a demandé de la laisser tranquille, qu'elle n'avait commis aucun crime. Il y a eu deux autres soldats qui sont approchés d'elle, qui se sont approchés d'elle pour la tabasser. Il y a d'autres soldats qui sont approchés d'elle et qui l'ont violée pendant un quart d'heure. Et ensuite, ils ont éjaculé dans sa bouche. Il y a d'autres soldats qui se sont approchés de la même dame et qui l'ont retenue et qui l'ont violée encore pendant plusieurs minutes. Et il y a d'autres personnes qui sont approchées, d'autres soldats qui sont venus et qui a félicité ces soldats, qui leur a dit qu'ils étaient contents du moment qu'ils ont passé avec cette dame. Donc effectivement, ce n'est pas facile d'entendre cette histoire, mais ce sont des histoires que nous entendons tous les jours à Kharkiv. Donc tous les jours, nos avocats recueillent des informations et des histoires semblables pendant des dizaines d'heures. Et ils recueillent toutes ces données, tous ces détails de ces crimes. Et effectivement, le problème de ces personnes, c'est que c'est très difficile de raconter une fois encore, tout ce qu'ils ont vécu. Mais je veux que vous compreniez comment les soldats russes, comment l'armée russe veut torturer des gens, veut détruire des Ukrainiens pour la seule raison que ce sont des Ukrainiens. Et je pense que parfois, on pense que c'est juste des victimes collatérales, mais ce n'est pas du tout le cas, parce que si l'on torture une personne, ce n'est pas un hasard. Ils sont en train de torturer ces personnes-là tout à fait consciemment, pour la seule raison que ce sont des Ukrainiens, encore une fois. Et une fois, j'ai demandé à une journaliste russe, Victoria Ivleva, qu'est-ce qui empêche les Russes qui partagent les valeurs démocratiques de comprendre et de voir ce qui se passe en Ukraine et être pour l'Ukraine. Elle m'a dit ce qui les empêche, c'est qu'ils ne sont pas là. Et moi, je suis persuadée que les personnes qui ont visité l'Ukraine, qui ont visité Kharkiv, par exemple, ou Izium, dans la région de Kharkiv, ou un village que j'ai visité il y a une semaine, où il y a encore des tanks russes brûlés qui sont encore là, où il y a encore des uniformes de soldats russes qui sont restés là, où il n'y a pas une seule maison qui ne soit pas détruite, où les gens essayent de survivre comme ils peuvent. Donc moi, je vais vous dire aujourd'hui que c'est très important de venir en Ukraine et de voir ce qui se passe de vos propres yeux. Parce que j'ai déjà vu des exemples où des personnes qui sont pro-ukrainiennes, en venant en Ukraine, ils ont complètement changé leur vision des choses et leur opinion sur ce qui se passe, parce qu'il faut le voir de vos propres yeux. Et la seule façon de faire cesser cela, c'est d'être pour l'Ukraine et aider l'Ukraine à gagner cette guerre. Дякую, merci. Спасибо большое, дякую. Merci beaucoup pour cette intervention effectivement très, très dérangeante pour de bonnes raisons, pour de mauvaises raisons plutôt devrais-je dire. Je veux juste dire que le groupe Kharkiv de protection des droits humains a toujours travaillé vraiment de façon très étroite avec Centre de droits de l'homme Mémorial, bien avant le début de la guerre.
L'échange concernant les crimes contre l'humanité, les crimes commis en Ukraine continue. Et je sais que c'est quelque chose d'extrêmement important et une des rares choses qui donne l'espoir dans les situations catastrophiques d'aujourd'hui, c'est cette poursuite de coopération pour mettre la fin au plus vite possible à cette guerre et traduire les responsables en justice également le plus rapidement possible. Et je voulais aussi partager un sentiment que je pense est celui de nombreuses personnes qui ont travaillé sur justement la justice nationale et internationale concernant les crimes commis par la Russie. C'est que l'Ukraine, c'est la première fois que les efforts de la justice se poursuivent au même temps que les crimes commis. Dès le début de la guerre, puisqu'il y a encore une grande partie de l'Ukraine, heureusement, qui est libre d'agir, les instances internationales, mais surtout et avant tout les gens comme vous, les gens qui travaillent sur le terrain, ont entamé un travail absolument énorme sur la documentation des crimes et immédiatement, la justice s'en est saisie. Et même en France également, actuellement, il y a des cas qui sont à l'étude concernant les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Et c'est quelque chose d'extrêmement fort et à la fois inhabituel, parce qu'on est vraiment en train d'exercer la justice en même temps que les crimes continuent d'être commis. Et donc, bien sûr, on suit tout ça avec beaucoup d'attention qui se repose sur, une fois de plus, le travail qui est très courageusement mené sur le terrain par vous et vos collègues. On va continuer avec vous, Ousmane, s'il vous plaît, avec votre intervention que vous avez intitulée « La Russie en Afrique, la nouvelle donne géopolitique ». Voilà, moi j'ai eu encore le temps de grandir et finir l'école à l'Union soviétique, donc je me souviens que c'est pas si nouvelle que ça, cette donne, mais elle s'est très considérablement transformée avec le temps. S'est fait un tout petit peu oublié pendant un temps et a ressurgi de façon assez remarquable depuis les événements en République centrafricaine, ensuite au Sahel, ensuite maintenant à Niger, et tous les jours on a des nouvelles donnes, notamment avec les arrivées des conseillers, comme on les appelle, russes, maintenant ouvertement du ministère de la Défense dans de nombreux pays d'Afrique, qui prend place en tout cas sur papier, des groupes de Wagner qui jusqu'ici ne donnaient pas toujours leur nom. Il est assez compliqué, je pense, pour beaucoup d'observateurs de comprendre dans ce paysage très mouvant et très cruel, également très violent. Et même depuis mars ou avril, on a vu tellement de nouvelles donnes dans ces développements, donc on est vraiment hâte d'entendre votre analyse. Merci. Merci pour l'invitation. Alors, vous faites bien de faire cette référence au contexte historique. Je pense que c'est important de comprendre que ce qui se passe, en tout cas le retour, devrais-je dire, de la Russie en Afrique, ne peut pas être délié de l'Union soviétique. Parce que dans les années 60, 70, 80, en tout cas l'indépendance, les indépendances africaines, c'est 1960. Jusqu'à 90, chute de l'Union soviétique, il y a eu une politique de l'Union soviétique, une politique africaine forte, mais qui reposait sur deux bases. C'était une influence intellectuelle et culturelle. L'école de cinéma de Moscou a formé les plus grands réalisateurs africains. Vous prenez quelqu'un comme Abderrahmane Sissako, qui est aujourd'hui un des réalisateurs les plus importants. Il a été formé à Moscou par le russe. Vous prenez Ousmane Sembène, qui est un des pères du cinéma africain, et a été formé à Moscou. Donc il y avait une politique intellectuelle. Dans les années 70, l'URSS était le pays qui offrait le plus de bourses d'études supérieures parmi les pays occidentaux en Afrique. Mais l'influence était intellectuelle et culturelle. Il y avait aussi l'attrait des mouvements de gauche en Afrique que ça portait. Mais alors, il y a quelque chose aussi qu'il faut dire. On formait beaucoup de cinéastes, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de cadres, beaucoup de militaires aussi. Je pense qu'une des choses qu'il ne faut jamais perdre de vue aussi actuellement, les élites africaines en place, c'est des élites russophiles. Parce que ce sont ces Africains-là, partis étudier dans les années 70, qui ont eu leur diplôme, qui sont rentrés, qui ont fait de la politique, qui sont devenus des ministres. Vous prenez un pays comme le Mali, on parle beaucoup de Wagner, on parle beaucoup de choses, mais il ne faut pas perdre de vue que le Premier ministre actuel, c'est quelqu'un qui a eu le bac,
qui a une bourse de l'Union soviétique depuis les années 80, qui a vécu, qui a fait son doctorat, qui est parfaitement russe, qui a vécu à Kiev pendant de longues années et qui est aujourd'hui le Premier ministre du Mali. Donc ça, c'est important. Je pense que ces réseaux dormants, parce qu'à la chute de l'Union soviétique, il y a une forme d'effacement de l'URSS et de la Russie en Afrique. On n'entendait plus parler Afrique. Ils étaient nulle part, jusqu'à ce qu'arrive le désordre, moi ce que j'appelle le désordre de la fin des années 2010. Il me semble important, pour comprendre ce qui se passe, en fait, la diplomatie russe a quelque chose d'assez intéressant en Afrique, parce que c'est une diplomatie d'opportunité. C'est-à-dire, c'est pas comme la Chine qui a une politique africaine sophistiquée dans le cadre de la route des soies, avec des investissements importants, une stratégie conquête des entreprises. Non. La caractéristique de l'influence et de la politique russe en Afrique, c'est une politique d'opportunisme. Vous prenez le cas de la Centrafrique. Comment Wagner et la Russie arrivent à mettre la main sur la Centrafrique? Parce qu'au fond, le pays était sous embargo pour les armes. La France, les pays occidentaux refusent de lever l'embargo. Donc, il y a eu Sangaris. Sangaris, c'était la force d'intervention française en Centrafrique qui permettait au pouvoir de l'époque de ne pas tomber sous les assauts de la rébellion. À un moment donné, Sangaris se retire parce que la France n'a plus les moyens. Des questions de politique interne, la France décide quand même unilatéralement de retirer la force Sangaris. Et qu'est-ce que fait Moscou? Moscou propose une alternative, en fait. C'est-à-dire, c'est de la désaffection et du retrait, en tout cas des défaites occidentales, que la Russie se positionne. Jusqu'ici, c'est toujours systématique. À partir du moment où il y a un coup d'État au Niger, la Russie arrive. À partir du moment où il y a un coup d'État au Burkina Faso, il arrive. Là, on voit au Sénégal, il y a un changement politique. Et on a vu tout de suite Moscou faire des offres. Donc, c'est une stratégie d'opportunisme. Ça, c'est très caractéristique par rapport à la Chine, par rapport aux autres grandes puissances qui ont des vraies politiques qui mettent beaucoup d'argent, qui mettent beaucoup d'énergie. Alors, l'avantage de cette sorte de diplomatie de l'opportunisme, c'est que c'est extraordinairement efficace. Parce que le retour, l'investissement est moindre. Et le retour important. Vous prenez le cas du Mali. Les Français ont, pendant 12 ans, à peu près à un moment donné, les troupes françaises faisaient quasiment 7000 hommes, avec des moyens énormes. L'Union européenne avait installé une mission de formation. C'était des moyens gigantesques que l'Union européenne et l'Europe ont investis entre 2013 et jusqu'au départ. Or, vous prenez aujourd'hui, quand la Russie est arrivée, suite au départ des Français, selon les services de renseignement, a tout cassé. Les forces Wagner tournent autour de 1500. C'est des forces qui sont positionnées à des endroits stratégiques, défense du palais, opération de... Je veux dire, c'est une garde prétorienne, comme on dit, plutôt que des forces de conquête, de libération de l'espace. Les forces françaises, ils libéraient des territoires aussi grands que la France. En 2012, moi j'y étais, l'opération Barkhane, enfin non, l'opération d'avant qui a donné Barkhane, l'opération Serval, il s'agissait de libérer des territoires aussi grands que des départements, aussi grands que la Belgique, aussi grands que la Suisse. C'était vraiment une guerre où on avançait. Aujourd'hui, Wagner ne fait pas ça au Mali. C'est des interventions précises sur des villages avec beaucoup de victimes civiles au passage, etc. Et donc, l'investissement militaire est moindre, donc l'investissement économique. Par contre, le retour sur investissement est important, parce que politiquement, on met d'or la France, les Occidentaux. Deux, la Russie a mis en place un système assez sophistiqué pour se faire payer. C'est-à-dire, ils se font payer sur les ressources, la taxation, etc. Et c'est des sommes extrêmement importantes. Le Mali, certes, est un pays pauvre, mais il y a une ONG américaine et les services de renseignement qui ont démontré que, par exemple, ce qui est versé à Wagner au Mali, on est sur de l'équivalent de 10 millions d'euros par mois et qui est payé sur de la ressource. Donc,
c'est d'une efficacité redoutable sur le plan économique, et sur le plan diplomatique, c'est redoutable. Ensuite, ça c'est très important, la Russie arrive avec un contre-discours, c'est-à-dire pour des raisons très compliquées à développer ici, depuis 10 ans quand même, il y a une forme de défiance et de contestation de l'hégémonie occidentale en Afrique. Et la Russie a compris, bien évidemment, qu'il faut coller à ce discours-là d'alternative. Par exemple, quand vous prenez les éléments de langage des groupes pro-Moscou, souvent c'était des groupes qui luttaient contre la domination monétaire, le franc CFA. Ce sont ces groupes-là du franc CFA qui sont petit à petit travaillés pour devenir des groupes pro-Moscou. C'est-à-dire alors, là où c'est redoutable aussi, c'était des contestations légitimes. Parce que le franc CFA en Afrique, c'est une monnaie coloniale, c'est une monnaie post-coloniale. Et puisque ce contentieux n'est pas réglé, Moscou arrive en s'insérant dans ce contentieux. Et vous allez voir, c'est la même chose en Centrafrique, donc opportunisme, on se paye sur les ressources, même chose au Mali, au Burkina, il y a un coup d'État, même chose offre russe. Après, il y a un deuxième volet qui est moins visible et qui est moins développé, c'est l'ingérence électorale. C'est-à-dire l'ingérence dans politique directe. On a un cas qui est assez... le cas le plus important, c'est la Madagascar, où la Russie a essayé de peser sur le résultat des élections, en finançant certains candidats, en donnant des moyens de campagne, de propagande, de communication vis-à-vis de certains candidats. Donc ça c'était une expérience quasiment nouvelle. Il n'y a pas eu encore de cas inédit, mais ça aussi c'est un volet important qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est-à-dire les premières années, c'était quasiment une diplomatie d'opportunisme. La France se retire, les États-Unis se retirent, on crée une alternative. Mais là, je pense que depuis quelques années, on voit qu'avec les succès, entre guillemets, au Sahel, la Russie sort de son domaine habituel de référence pour aller à Madagascar. L'autre chose aussi qu'il faut voir et mettre en place, c'est qu'au-delà de Wagner, parce qu'on parle beaucoup de Wagner, mais c'est une face, quoi. C'est une pièce de la monnaie. Mais il y a des choses qui, au-delà du militaire, au-delà du Wagner, sont des vecteurs très forts, des leviers très forts sur lesquels Moscou appuie. Je pense que un des vecteurs qui est très important et qui fait écho à ce qui se passe à l'intérieur de Moscou, c'est-à-dire les régimes africains conservateurs, ont trouvé aussi un allié sur la question des valeurs. Comme quand Poutine tient un discours homophobe, il faut observer ce qui se passe en Afrique. C'est utilisé comme un relais d'influence pour les pouvoirs conservateurs en Afrique, avec ce discours que l'Occident nous impose les valeurs, etc. Au-delà du militaire, il y a aussi ces mécanismes d'alliance qui sont souterraines et qui sont très puissants. C'est-à-dire aujourd'hui, moi j'ai toujours été frappé par autant il y a une opinion publique ici mobilisée contre les crimes de la Russie, etc. En Afrique, il y a un travail sur l'opinion publique qui est fait qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de mobiliser contre Poutine. Il représente une contre-figure très populaire de l'anti-Occident. Parce que l'anti-Occident est une des dynamiques les plus importantes des sociétés africaines. Pas pour les mêmes raisons qu'en Russie. Parce que ici, c'est pour d'autres raisons. Les questions postcoloniales non réglées, les contentieux de la domination économique, etc. Mais c'est très intéressant de voir que pour le discours poutinien se calque sur celui-là. C'est-à-dire, au-delà de l'alliance militaire, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a une alliance du point de vue des idées, du point de vue d'une certaine vision du monde assez conservatrice. Et par exemple, à Madagascar, on se fait le relais politique. C'est-à-dire quand Moscou essaye d'influencer l'élection, il y a en toile de fond aussi un candidat qui représente ses idées conservatrices, etc. Donc, au-delà maintenant du militaire, au-delà de Wagner, il y a une volonté d'asseoir une sorte de division du monde. Enfin, on revient finalement quasiment au bloc Est-Ouest, où ici, Poutine est devenu une sorte de figure alternative à tout le mal de l'Occident. Et ce qui crée des amalgames très forts, très puissants.
Ça, c'est un ressort très important. Cela ne réduit pas en moins, hein, je le dis, hein, l'importance de Wagner, parce que bon, moi, j'insiste pas beaucoup sur Wagner parce que on en parle beaucoup, on sait ce que c'est, on connaît les méthodes. Quand Wagner passe dans un village en Mauritanie là dernièrement, enfin, il reste plus rien, et que ça crée même d'ailleurs des tensions. Et ces crimes-là ont du mal, contrairement à ce qui se passe en Ukraine et tout, ça aussi, c'est un vrai problème. Sur l'Afrique, on n'arrive pas à documenter les crimes. Parce que, alors, une stratégie de Moscou qui est très importante aussi, on coupe les voies d'information. C'est-à-dire, quand Moscou s'allie avec un pays, très vite, tous les médias, y compris les médias internationaux, sont coupés, les correspondants expulsés. Donc, quand vous prenez la zone qui a basculé, qui est devenue pro-Moscou, il n'y a plus aucun média occidental là-dessus, sauf les médias pro-russes, etc. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, moi, je travaille pour un média qui a toujours eu, ces dernières années, un correspondant, un journaliste en Centrafrique. Aujourd'hui, on n'en a plus. On ne trouve plus de gens prêts à aller travailler là-bas parce qu'aussi, il y a la peur. Il faut se dire qu'en Centrafrique, l'un des premiers journalistes centrafricains qui a travaillé sur la présence de Wagner en Centrafrique est mort après un rendez-vous à l'ambassade de Russie à Bangui. On n'a jamais pu établir les choses, mais il y a des faisceaux qui militent pour un empoisonnement. Donc il y a des espaces comme ça où les relais de communication à l'extérieur sont coupés. Et c'est dans ce contexte-là que les crimes de Wagner se passent. Donc il y a une vraie difficulté à documenter ces crimes-là, d'autant plus que la seule structure qui essayait de documenter, c'était la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, qui a été expulsée du Mali à la suite de ce qu'on appelait le massacre de Moura. Moura, c'est un des massacres les plus emblématiques de l'armée malienne et des milices Wagner. On a dénombré des centaines de villageois décapités ou condamnés, exécutés une balle dans la tête. L'ONU a essayé d'enquêter. On sait à peu près que oui, c'est un massacre. On sait à peu près que c'est Wagner. Mais à partir du moment où le rapport est sorti, toute la zone a été vidée. Les Nations Unies ont été vidées. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun moyen, par exemple, sur un pays comme le Mali, à part les témoignages des populations qui parviennent de documenter les crimes. Ça, il y a un vrai enjeu là-dessus, et je pense qu'il faut vraiment travailler sur comment documenter ce qui se passe, parce que la stratégie de rupture informationnelle fait partie, moi, comme ça que je l'analyse, c'est un des piliers, c'est fait exprès. Je pense que couper les circuits d'information fait partie de la stratégie même d'emprise, de la stratégie d'influence. Maintenant, il faut voir quelque chose de très important. C'est que, est-ce que ça va tenir sur le temps long? Et je conclue là-dessus. Parce que, in fine, Wagner s'est installé, Centrafrique, Mali, il y a une installation avec un discours très fort qu'ils vont suppléer les Occidentaux, la sécurité va revenir, etc. Mais on voit clairement que les djihadistes sont toujours là, il y a des crimes, il y a des massacres, et qu'au fond, la situation sécuritaire ne s'améliore pas. Et que je pense que sur le temps long, ce discours-là n'est plus tenable. Maintenant, la question qui est un peu, qui à mon avis va déterminer de l'issue de la présence russe, c'est est-ce que les forces de la société, y compris l'opposition, auront l'espace nécessaire pour s'organiser et pour contester cette présence. Ce qui n'est pas donné, parce qu'au Mali, on voit déjà que l'opposition commence à s'organiser depuis quelques mois, et dès que l'opposition a commencé à s'organiser en décembre et en janvier, qu'est-ce qui se passe? Il y a une décision de la junte militaire alliée de Moscou d'interdire toute activité politique. Aujourd'hui, au Mali, toute activité politique est interdite. Non seulement les activités politiques sont interdites, leur couverture et leur relais médiatique même sont interdites. Aujourd'hui, moi, je ne peux plus parler de l'opposition malienne.
Et ça, je pense qu'aussi, c'est parce qu'il commence à y avoir une certaine fragilité, commence à y avoir la société civile et les partis politiques commencent à s'organiser pour poser des questions, pour essayer de documenter ce qui se passe. Et à mon avis, ce mouvement-là va être assez redoutable pour Moscou et que je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, les choses la nouvelle donne ne peut changer que de l'intérieur. Parce que de l'extérieur, on est quasiment isolé, pas d'accès, pas de visa, pas de presse étrangère, les réseaux de communication coupés. C'est très compliqué de faire quoi que ce soit, d'autant plus que, et ça c'est hélas le drame, à partir du moment où l'ONU est partie, les diplomates occidentaux partis, etc., il y a une forme d'oubli. On les a laissés un peu en huis clos face à Moscou. C'est des sociétés où on est en huis clos. Et d'ailleurs, même les postes politiques stratégiques, on voit Moscou envoyer des conseillers. Vous allez à la présidence en Centrafrique, il y a un conseiller. Avant, c'était un conseiller militaire. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des conseillers politiques. Il y a des conseillers sur la guerre de l'information. Et donc, ce huis clos-là commence à avoir des failles et des interstices. Et je pense que c'est de ces failles-là que va se jouer la nouvelle donne, plus que ce qu'on y pense sur le rapport de force extérieur. Merci. Merci. Merci beaucoup, Ousmane, pour cette analyse extrêmement détaillée et inquiétante et pour tout votre travail qui est vraiment très important sur ces situations, effectivement très verrouillées et de mois en mois couverts. Je pense qu'en vous écoutant, je me suis vraiment rappelé le chemin parcouru finalement dans un temps relativement limité. Ça s'est passé assez vite. Le temps quand, avec Alexandre, justement, ici présent, on recevait les collègues d'Afrique qui documentaient les premiers crimes commis par Wagner, et on nous parlait des gens qu'on n'arrive pas à identifier, mais qui parlent ni français ni anglais, qui n'ont pas d'enseigne, qu'on ne sait pas trop qui c'est, et que c'est extrêmement compliqué de prouver leur présence dans ces pays parce qu'ils ne viennent pas en se présentant en tant que Wagner ni quoi que ce soit d'autre. Après, on est passé à une phase de présence de Wagner beaucoup plus affichée, et maintenant, donc, effectivement, à des forces liées ouvertement au ministère de la Défense russe de façon beaucoup plus décomplexée, mais finalement, le temps qui est passé entre ces épisodes sont très réduites. Et en revenant à ce qui nous a raconté Alexandre au début de cette table ronde, moi aussi, une des choses qui m'a frappée quand on travaillait sur un des rapports tentant, dans les situations compliquées, documenter ces crimes, étaient les mots utilisés notamment par des personnes qui étaient détenues arbitrairement par les troupes, parlant russe, comme on disait à l'époque, parce qu'on ne savait pas comment les nommer. Ils disaient notamment qu'ils étaient détenus dans les prisons creusées dans la terre et que les Russes utilisaient le mot russe Zaydan. Et tout le monde qui a documenté les crimes en Tchétchénie connaît ce mot qui a été utilisé en Tchétchénie, en Ukraine. Et je pense, Alexandre, je ne sais pas si je me trompe, que ça vient d'Afghanistan à la base. En tout cas, c'est vraiment les mots, non seulement les pratiques, mais même les mots qui voyagent avec les crimes commis par les Russes d'un conflit à l'autre et qui restent dans les bouches des victimes de ces crimes, qui ne connaissent pas le russe, qui ne parlent pas le russe, mais qui sont victimes exactement des mêmes exactions. Et parfois, on a l'impression de décrire les mêmes crimes qu'on a décrits il y a 20 ans, il y a 25 ans, sans quasiment changer de style, de registre des crimes commis, alors que les contextes, comme vous avez très justement souligné, sont absolument pas les mêmes. Et le passif derrière ces conflits utilisés par la Russie pour intervenir sont pas du tout les mêmes. Par contre, ce qui reste quand même le même, c'est à chaque fois les crimes, à chaque fois l'impunité, à chaque fois l'arbitraire. Et malheureusement, on a vu pas beaucoup de conflits où la Russie est entrée, mais où elle est ressortie. Donc même si effectivement à long terme, peut-être les raisons de sa présence en Afrique peuvent être diminuées, mais malheureusement, c'est pas une force qui est connue pour partir facilement. Et c'est maintenant qu'on se tourne vers vous, Laurent, last but not least, pour une situation un peu plus complexe d'une guerre qui n'est pas encore une guerre, ou peut-être qui ne sera jamais une guerre, une situation dans les Balkans où la présence russe effectivement est importante.
un peu complexe parce qu'à la fois il y a le soutien la coopération entre la Serbie et la Russie qui est assez importante. On sait que donc Vučić notamment a condamné la guerre en Ukraine, mais a refusé de voter les sanctions et les mesures visant Poutine et la Russie. Une ambiguïté qui se résume voilà une espèce de tango diplomatique entre l'Union européenne, la Russie et la Serbie, avec tout le complexe des Balkans. Et le contexte extrêmement complexe des Balkans, mais en même temps l'arrivée de certains disent 300, d'autres 600 000 Russes dans les Balkans qui partent de la Russie parce qu'ils ne sont pas d'accord justement avec la politique de la Russie. Donc il y a ces deux forces. Il y a également les fameux motards de Poutine qui parcourent les Balkans dans tous les sens, au contraire, avec les drapeaux russes et les slogans russes qu'ils écrivent en graffiti sur les palissades. Et ces deux Russies en Serbie, là aussi, faisaient un rappel à un certain contexte historique, évidemment, d'il y a 100 ans, quand les Russes aussi ont pris ce chemin géographiquement logique en quittant l'Empire en décomposition. Pose plein de questions. Et je sais que les analyses sont diverses. Parfois, on n'est pas d'accord sur ce qui se passe et sur l'analyse, et on serait extrêmement curieux d'entendre le vôtre. Bien, merci pour cette très bonne introduction. Je dois dire que vous avez posé un certain nombre de problématiques très intéressantes et très pertinentes. Avant de commencer, je reviendrai juste sur une petite remarque. Quand vous parliez de l'Ukraine où on documentait les crimes et on commençait un processus de justice pendant le conflit, je tiens à rappeler que ça a déjà été le cas en Bosnie-Herzégovine, puisque le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a été créé en 1994, alors même que la guerre était toujours active. La Bosnie, c'est 92-95, et les premiers actes d'accusation contre Radovan Karadzic, le chef politique des Serbes de Bosnie, et Ratko Mladic, le chef militaire, ont été lancés après juillet 95, après le massacre génocidaire de Srebrenica, mais quelques semaines après ce massacre. Donc ça a été relativement rapide et ça a donné des résultats puisque certains hauts responsables militaires, politiques, croates, serbes, albanais ont été jugés, condamnés. Après, ça n'a pas permis une réconciliation des sociétés. Donc on pourra peut-être revenir après dans une deuxième phase sur ce rôle de la justice. Quel est le rôle de la justice après un conflit? Est-ce que c'est documenter les crimes? Est-ce que c'est réparer les sociétés, etc. On pourra y revenir. Peut-être en guise d'introduction, c'est vrai que la guerre, quand elle a redémarré ou recommencé, ou quand elle s'est élargie en février 2022 avec l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, dans les Balkans, on a eu très peur, effectivement. D'une part parce que le souvenir des épisodes guerriers est encore très récent, malgré le fait que ça fait 25-30 ans que c'est fini. Les gens vivent toujours au quotidien dans ces souvenirs et dans ces mémoires. Donc effectivement, voir le retour de la guerre sur le continent européen a fait très très peur à tout le monde. Et puis on s'est dit, effectivement, est-ce qu'un deuxième front serait susceptible de s'ouvrir dans cette région? La Russie a des pions à jouer, mène des influences dans un certain nombre de pays, et finalement ces Balkans qui sont un peu la zone noire, la dent creuse de l'Union européenne, est-ce que la Russie va pouvoir investir, se développer, et pourquoi pas menacer la stabilité de la région? Alors, si on prend la carte régionale, je ne sais pas si on peut la faire apparaître. Aujourd'hui, il y a 2 points, 2 zones de tension importantes dans la région. Il y a bien sûr la Bosnie-Herzégovine, qui est toujours divisée en 2 entités, la Republika Srpska au nord, la Fédération croato-musulmane au sud, divisée depuis 1995, donc un pays totalement afonctionnel, un État central très faible, des entités aux compétences très larges et surtout des tentations séparatistes, à la fois des nationalistes serbes et des nationalistes croates. Et puis le Kosovo, dont l'indépendance proclamée unilatéralement en 2008 n'est toujours pas reconnue par une bonne partie des États sur la planète, et notamment par 5 États de l'Union européenne, puisque je rappelle que l'Espagne, la Slovaquie, la Grèce, Chypre, et il m'en manque un, et la Roumanie, il me semble, ne reconnaissent toujours pas l'indépendance de ce Kosovo. Des négociations sont menées à Bruxelles depuis 2011 sur une normalisation des relations entre Belgrade et Pristina, mais ces négociations n'avancent pas. On a toujours des confrontations relativement violentes, notamment à Mitrovica, qui est une petite ville au nord du Kosovo, où vivent une majorité de Serbes, et on a une rivière qui divise les populations serbes et albanaises, et sur cette zone de confrontation, on a souvent des événements un peu violents. Donc ça, c'est les 2 points de tension géopolitique dans la région, et qui sont à mettre en regard avec le processus d'intégration des pays de la région, puisque tous les pays de la région sont théoriquement candidats à l'intégration à l'Union européenne,
avec des niveaux d'avancement différents. Le Kosovo, lui, n'a pas encore le statut de candidat. Il a tout juste validé sa libéralisation des visas avec l'espace Schengen. Donc depuis le 1er janvier dernier, les citoyens du Kosovo peuvent aller dans les pays de l'Union européenne. La Bosnie-Herzégovine vient tout juste d'être admise au statut de candidat à l'intégration, alors que par exemple la Serbie a ouvert ses négociations d'adhésion depuis 2013. Donc c'est un phénomène extrêmement lent. Et ça fait de fait 30 ans qu'on promet aux pays des Balkans que bientôt, un jour, ils pourront intégrer l'Union. Mais effectivement, ce délai, cette temporalité est extrêmement difficile à accepter, surtout quand dans le même temps, le statut de candidat est accordé à la Moldavie et à l'Ukraine en quelques semaines, puisque des intérêts géopolitiques, là pour le coup, ont décidé ce statut de candidat à être donné très rapidement. Voilà. Donc ça, dans les Balkans, ça a été relativement mal pris, en se disant que nous, voilà, ça fait 20-30 ans qu'on travaille et on n'avance pas beaucoup. Donc dans ce contexte où on a 2 points de tension non résolus, Kosovo, Bosnie, où l'intégration finalement vers l'Union européenne ne progresse pas, est-ce que la Russie n'a pas une opportunité, je dirais, importante à pousser ses pions et à prendre plus d'importance? Alors dans les faits, l'influence de la Russie, elle est d'abord économique, mais de façon relativement limitée. Tous les pays des Balkans sont dépendants du gaz russe, donc ça c'est une donnée importante. La Russie contrôle aussi l'opérateur de gaz en Serbie, possède une raffinerie par l'intermédiaire de ces grandes compagnies en Bosnie-Herzégovine. Donc il y a des intérêts économiques russes non négligeables dans la région, mais qui sont malgré tout relativement moins important qu'évidemment les intérêts économiques de l'Union européenne. Je rappelle que la Serbie réalise 60% de ses échanges économiques avec les pays de l'Union européenne et pas du tout avec la Russie. Et surtout, on a de nouveaux acteurs économiques dans la région, comme la Chine, qui investissent de façon immensément plus importante que la Russie. Donc, au niveau économique, des intérêts, certains, mais pas non plus extraordinaires. Sur le terrain, quels sont ces relais d'influence? On a évidemment beaucoup parlé à une époque du centre humanitaire d'urgence installé par la Russie à Niš. Niš, c'est une petite ville que vous voyez ici en Serbie, qui est un centre qui regroupe quelques dizaines ou une petite centaine d'hommes du ministère des situations d'urgence de Russie, qui est installé dans une base à Niš et qui a théoriquement pour mission d'intervenir en cas de catastrophe naturelle, d'aider le pays de la région. Voilà. Moi, je l'ai visité cette base, on ne sait pas trop très bien ce qui s'y passe, mais en tout cas, voilà, elle existe à Niš. L'autre canal d'influence important en Serbie, c'est bien sûr par les médias. Depuis 2014, en Serbie, vous avez accès à Sputnik, après l'invasion de la Crimée, qui a été installée sur la télévision serbe. Vous avez aussi Russia Today, qui est arrivé, là pour le coup, après l'invasion de l'Ukraine de 2022. Donc, il faut quand même noter que la Serbie est le seul pays européen qui a à disposition Russia Today sur ses réseaux câblés de façon tout à fait libre. Et ça s'est déroulé après l'invasion. Donc c'est un processus qui est en cours. Ensuite, on a, d'une façon plus générale, la Russie qui est très influente dans les médias serbes, mais je dirais à cause de l'autorisation du gouvernement serbe. C'est-à-dire que la Serbie elle-même et le président Vučić, Aleksandar Vučić, pousse lui aussi le narratif véhiculé par la Russie dans les médias qu'il contrôle, c'est-à-dire à peu près tous les médias en Serbie. Les chaînes de télévision comme API, comme Pink, etc., délivrent le message du Kremlin, mais pour le coup, ce sont des chaînes privées qui délivrent le message du Kremlin sur ordre direct du président serbe Aleksandar Vučić. Alors on a bien sûr d'autres canaux d'influence comme l'Église orthodoxe, etc. Mais ce serait peut-être un peu trop long d'en parler, de les détailler tous. Ce qu'il faut comprendre, et c'est peut-être la chose principale, c'est que l'argument russe pour Aleksandar Vučić, le président serbe, est extrêmement pratique. C'est-à-dire que Aleksandar Vučić est un homme qui mène une politique autoritaire en Serbie. Je rappelle que la Serbie, chaque année, descend dans les classements de la liberté de la presse. Tous les médias, les principaux médias du pays sont sous contrôle du pouvoir. L'opposition est attaquée régulièrement. La société civile est sous pression. Donc la Serbie n'est en soi, sur le papier, toujours une démocratie, mais de plus en plus un régime autoritaire. Et donc pour Vučić, l'argument russe est extrêmement utile à mobiliser en disant...
attention, si l'Union européenne, vous nous grondez parce que les médias ne sont pas libres, si vous nous reprenez parce que les élections ne sont pas tout à fait transparentes, eh bien, nous aurions la possibilité éventuelle de rejoindre l'orbite du grand frère russe et pourquoi pas de reprendre notre amitié soi-disant traditionnelle avec la Russie. Alors évidemment, c'est quelque chose qui fait très très peur à tout le monde dans l'Union européenne, mais qui sur le terrain, on l'a vu, a du mal à se concrétiser. Ce qui ne veut pas dire que ce travail de propagande ne porte pas ses fruits. Selon de récents sondages, à peu près 60% des citoyens serbes seraient aujourd'hui convaincus que la guerre en Ukraine a commencé en raison des erreurs de l'Occident et des fautes de l'Occident. Donc ça, c'est quand même important à noter, c'est que ce travail de propagande sur le terrain, malgré tout, porte ses fruits. La Russie peut intervenir aussi de façon assez directe, notamment en Republika Srpska, donc qui est l'entité serbe de Bosnie-Herzégovine, tout simplement parce que Milorad Dodik, qui est le principal chef politique de cette Republika Srpska, Milorad Dodik est avant tout un homme qui aime beaucoup l'argent et qui aime beaucoup rester au pouvoir et faire fructifier les entreprises publiques au bénéfice de sa famille. Et donc Milorad Dodik, pour conserver le pouvoir depuis une dizaine d'années, agite régulièrement le spectre d'une indépendance de l'entité, d'une sécession de l'entité qui signifierait évidemment la mort de la Bosnie-Herzégovine. Et pour ce faire, évidemment, il trouve les alliés là où il le peut, et Milorad Dodik, récemment, voyage de plus en plus régulièrement en Russie. Il a d'ailleurs été décoré par Poutine il y a quelques semaines à Kazan pour avoir défendu l'amitié traditionnelle entre les Serbes et les Russes. Et donc Milorad Dodik, sur le terrain, effectivement, est un élément déstabilisateur qui, par ailleurs, l'entité serbe est en faillite et Dodik va chercher de l'argent où il peut pour combler les dettes et payer les fonctionnaires, notamment à Moscou, notamment chez les Chinois. Voilà. Mais Dodik, en tout cas, est un élément facile à manipuler et lui-même a besoin de la Russie pour s'affirmer et pour, encore une fois, faire peur potentiellement aux Occidentaux qui pourraient lui demander des comptes ou commencer à l'ennuyer. Autre chose qu'il faut noter, c'est sur le Kosovo. Après le début de l'invasion de l'Ukraine, Albin Kurti, le Premier ministre du Kosovo albanais, donc, a cru que son heure était arrivée en se disant, finalement, dans l'esprit des Occidentaux, Vučić est du côté russe, donc il suffit de pousser un peu mon côté pro-américain, pro-occidental, pour que finalement la page tourne de mon côté, pour que finalement j'ai l'opportunité enfin d'affirmer auprès de mes alliés occidentaux que le Kosovo doit être indépendant le plus rapidement possible, qu'il doit être reconnu et que la compétence du gouvernement de Pristina doit s'affirmer sur l'ensemble du territoire du Kosovo, ce qui n'est pas tout à fait encore le cas puisque des zones serbes sont de fait toujours sur le contrôle théorique de Belgrade. Donc Albin Kurti a cru que son heure était arrivée. Et il a mésestimé un petit peu vite, je dirais, la peur que fait véhiculer la Russie dans les chancelleries occidentales. Et c'est de fait le phénomène inverse qui s'est produit, à savoir que Vučić est devenu le meilleur allié de tout le monde. Encore une fois, en brandissant cette peur que potentiellement il pourrait s'aligner du côté russe. Dans les faits, évidemment, l'armée russe ne va pas débarquer à Belgrade ou à Banja Luka, c'est tout simplement impossible. Donc voilà, c'est un jeu complexe qui se tient dans la région, un jeu d'ailleurs qui rappelle le grand jeu de la fin du 19e, quand toutes les grandes puissances poussaient leurs pions dans la région pour s'acheter des alliés et des obligés. On en est un peu toujours là, voilà, avec la Russie qui est l'un des acteurs. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres acteurs dans la région, notamment la Chine, et j'y reviens parce que la Chine, c'est réellement aujourd'hui le plus gros investisseur en Serbie. Et aujourd'hui, la Serbie n'est pas si dépendante de la Russie, elle est dépendante de la Chine. C'est plusieurs milliards d'investissements. Les Chinois contrôlent les mines, ils contrôlent les aciéries, ils construisent des autoroutes. Voilà. Si aujourd'hui Vučić doit obéir à quelqu'un, c'est plus à Xi Jinping qu'à Vladimir Poutine, pour une raison aussi très simple. C'est que la Chine a toujours défendu l'intégrité territoriale des États. Et donc, dans le cas de la Serbie, évidemment, on pense au Kosovo, alors que Poutine a quand même une fâcheuse tendance à, je dirais, transgresser les frontières. Et donc, finalement, même dans l'esprit serbe, qui devient le meilleur allié de la Serbie aujourd'hui ? Eh bien, c'est quelqu'un qui défend l'intégrité territoriale des États, la Chine, et en plus qui investit massivement dans le pays. Donc voilà, aujourd'hui, je dirais que
les choses ont un tout petit peu changé depuis la guerre, depuis février 2022, et que malgré tout, Vučić est aujourd'hui beaucoup moins vocal sur son soutien et sur son alliance avec la Russie, et a tendance un petit peu à se réorienter aussi vers la Chine. Alors vous mentionniez également les Russes qui sont arrivés en Serbie. C'est vrai que c'est extrêmement important. Il y a plus de 340 000 Russes qui sont officiellement rentrés en Serbie par les airs, la plupart d'entre eux, puisque Belgrade reste le dernier aéroport ouvert qui assure des liaisons directes avec la Russie en Europe. D'ailleurs, il y a une dizaine de destinations. Il n'y a pas que Moscou et Saint-Pétersbourg. Il y a Kazan, il y a des Nijni Novgorod, il y a des villes un peu partout sur le territoire de la Russie. Et donc, effectivement, il y a des échanges très réguliers. 340 000 Russes qui sont arrivés en Serbie. Alors, tous ne sont pas restés. Certains sont rentrés, d'autres sont allés un peu ailleurs. Mais à Belgrade, vous entendez parler russe dans les rues à chaque carrefour. Et vous avez des bars, des entreprises. Yandex a délocalisé un bureau à Belgrade avec 4000 employés. Voilà, c'est quelque chose économiquement qui pèse. Alors, qui sont ces Russes? Ce sont généralement classe moyenne supérieure, éduqués, qui ne voulaient pas faire la guerre. Alors, c'est pas tous des militants, c'est surtout des gens qui n'avaient pas envie de faire la guerre et voilà, qui s'opposaient à la marche en avant de ce conflit. D'ailleurs, les résultats des dernières élections présidentielles à l'ambassade russe de Serbie, c'est 4000 personnes qui ont pu voter sur, on va dire, 200 000 Russes potentiellement installés à Belgrade, donc c'est très très peu, parce qu'il n'y avait qu'un seul bureau de vote, tout simplement. On imagine bien qu'ils n'avaient pas beaucoup intérêt aussi à multiplier les bureaux de vote. 4000 personnes qui ont voté et 90% des gens qui ont voté contre Poutine. Donc c'est le meilleur résultat de la diaspora russe hors de Russie après le Monténégro, où c'est un tout petit peu moins encore. Voilà. Donc ces gens sont éduqués, ouverts sur le monde, voilà, dynamiques, etc. etc. Et d'ailleurs, ce qu'il faut noter, c'est que moi, mes amis serbes que j'ai vus à Belgrade me disaient ce sont les Russes qui occidentalisent la Serbie. C'est quand même assez paradoxal, mais c'est ces Russes éduqués qui finalement permettent une ouverture et une respiration à Belgrade. Voilà. Merci beaucoup, Laurent, d'ajouter encore plus de complexité à ce tableau déjà suffisamment complexe. Effectivement, c'est une situation très paradoxale et c'est intéressant que vous mentionnez la Chine parce que c'est comme en Afrique, c'est un acteur extrêmement important politiquement, économiquement. Donc, c'est même plus le tango à 3, mais à 4, voire bien plus, bien évidemment. Mais effectivement, la Chine commence à peser dans toutes ces situations de façon assez ambiguë, où à la fois c'est l'allié de la Russie qui fait peur dans leur ensemble à l'Occident, tout en étant dans la concurrence assez aiguë sur le terrain, et avec une présence extrêmement importante. La dernière fois que j'ai pu me rendre à Minsk, malheureusement je ne peux plus le faire, au Bélarus, j'étais frappée par le tableau des arrivées et de départ des avions qui étaient uniquement en chinois. J'étais un tout petit peu perdue, mais on voit même dans les petits signes comme ça le grand vent géopolitique qui passe. Ce qui me frappait aussi dans ce qu'il vous racontez, c'est effectivement ce rôle, parce qu'il y a beaucoup de Russes, certes, qui ont déménagé à Serbie après le février 2022, mais il y a également des Russes de tout autre bord qui sont très présents en Serbie et qui organisent de relais et des manifestations, moindres certainement en nombre actuellement que les Russes anti-guerre, comme on les appelle de façon assez bancale, mais néanmoins, il y a cette ambiguïté qui, me semble-t-il, continue à exister. Et notamment, je me rappelle, moi, c'était avant la guerre, juste avant la guerre, lors d'une visite à Moscou, le président a offert à Poutine la liste des membres d'opposition russes présents dans les réunions à Belgrade, qui étaient surveillés par les services secrets serbes, et en forme de cadeau d'anniversaire, si je ne me trompe pas, ce qui est assez intéressant. Vučić a transmis à Poutine la liste de tous ces oppositionnaires qui sont venus en Serbie, puisque c'est le pays où on peut se rendre sans visa depuis la Russie, bien sûr, et les Occidentaux peuvent venir, ou les gens basés en Occident peuvent venir également sans visa. Donc c'était un peu le point de rencontre de tout le monde.
très compromis après cette transmission télévisée de la liste de tous les participants des réunions d'opposition offerts en forme de cadeau à Poutine par Vučić. Donc effectivement, on va voir comment ça va évaluer dans le temps. Merci beaucoup une fois de plus à tous nos intervenants pour ce puzzle composé des bouts et des morceaux extrêmement différents, mais qui souligne une fois de plus l'importance de travail en commun, parce que tout ça c'est entièrement lié. Et Mémorial, une fois de plus, a travaillé sur quasiment tous ces conflits. Vous avez mentionné bien sûr les guerres dans les Balkans, plus tellement récents, mais récents quand même. Plusieurs personnes qui apparaissent dans les rapports de Mémorial pour les crimes commis en Tchétchénie ont commencé, si je peux le dire ainsi, leur carrière de criminels de guerre dans les Balkans, qui ont continué ensuite en Tchétchénie. Certains sont arrivés jusqu'à l'Ukraine. Et tous ces conflits, malheureusement, sont liés par les fils rouges de l'impunité russe. On n'en a pas parlé aujourd'hui, je le regrette, mais Mémorial a également conduit un travail très important sur les crimes commis par les Russes en Syrie. Et il y a un rapport qui est disponible online qui écrit ce qui me semble très important et assez symbolique par les défenseurs de droits humains russes et les journalistes russes de Mémorial, de Novaya Gazeta et de plusieurs autres groupes qui ont voyagé dans plusieurs pays entourant la Syrie pour prendre les témoignages des réfugiés sur les exactions commises par Wagner ou les groupes assimilés en Syrie. Et je pense que aussi cette légitimité d'être un rapport écrit par les activistes et les journalistes russes sur les crimes commis dans ce pays. Et bien sûr, on ne peut pas ne pas mentionner la Géorgie, même si la guerre était beaucoup plus courte dans la durée, mais ses conséquences sont encore là. Une partie de territoire internationalement reconnu géorgien est toujours occupée et il y a toujours des forces russes présentes là-bas. Et beaucoup des crimes documentés notamment par Mémorial, mais pas uniquement, et également par leurs collègues, sont toujours en cours d'études et de qualification. J'aimerais maintenant passer la parole à la salle, si vous avez des questions. Si je ne me trompe pas, on a encore une demi-heure, jusqu'à 5 heures. C'est ça, on a jusqu'à 5 heures pour cette table ronde. Donc, on a encore une demi-heure. Si vous avez des questions, par contre, je suis très éblouie par les lumières. Donc, manifestez-vous bien pour qu'on voit que vous avez des questions. C'est nécessaire pour encourager les méthodes de NKVD. Ah, on me dit que les micros sont à droite et à gauche. Vous pouvez peut-être venir, si vous pouvez, mais peut-être c'est pas si facile pour les gens qui sont tout au fond, au milieu des salles. Super, ça marche. Déjà, merci beaucoup pour les interventions de tout le monde. C'est très intéressant et très éclairant. J'avais juste une question pour revenir sur toutes les interventions sur à la fois l'Afrique, les Balkans et les différentes guerres de la Russie. C'est que dans le contexte actuel, notamment avec la guerre à Gaza, où on voit la montée quand même d'un sentiment anti-occidental avec la dénonciation d'un deux poids deux mesures sur la question des crimes de guerre, est-ce qu'il n'y a pas le risque à terme de la consolidation d'une certaine coalition anti-occidentale qui pourrait du coup être menée par la Russie dans le cadre, dans le contexte où on a aujourd'hui déjà un axe Moscou-Téhéran qui est très fort, où on voit justement qu'en Afrique il y a une consolidation des liens qui est très très rapide. Donc est-ce qu'il n'y a pas un risque de consolidation et d'élargissement de ce camp-là qui risque de faire augmenter encore plus les tensions actuelles? Merci. Pendant qu'on fait balader le micro jusqu'à la prochaine question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui oserait prendre cette question? Moi, j'arrête la politique fiction parce que je me trompe à chaque fois, donc je préfère passer mon tour sur cette question. Alors, moi, je voulais juste dire que sur le sentiment occidental, notamment en Afrique, je m'en méfie. Je pense que c'est une des erreurs qu'on commet ici. En décryptant ce qui se passe, par exemple, en Afrique comme un sentiment global anti-Occident, en faisant cette analyse, on est les alliés objectifs de la Russie. Pour moi, en Afrique, il n'y a pas un sentiment anti-Occident comme il n'y a pas un sentiment anti-français. Il faut écouter ce que disent ces mouvements-là.
Parce que je trouve qu'on les diabolise trop, on est trop dans le ressentiment. Je pense qu'il faut sortir des lectures de l'ordre du sentiment, du ressentiment, etc., qui sont très friables, peu en prise, quoi, je trouve. Par contre, ce qui se passe, qu'on voit, qu'on entend, c'est une contestation politique de la politique africaine, par exemple, de la France. Ce n'est pas un sentiment anti-occidental, c'est la contestation d'une politique. Et cette contestation, elle est objectivée. C'est-à-dire les relations de domination économique, les dénoncer ne veut pas dire qu'on est anti-occidental. Et ce piège-là est nourri par le discours russe. C'est-à-dire il faut revenir à quelque chose qui est très important. Et je dis toujours qu'il faut désoccidentaliser la démocratie. Parce qu'il me semble que l'aspiration démocratique des Africains n'a rien d'occidental, sauf à penser que les libertés publiques, que la démocratie est une valeur de l'Occident. C'est une valeur universelle. Et je pense qu'il y a un piège dans lequel on est entraîné. On tombe en faisant cette lecture binaire. D'un côté, l'Occident, et en face, des figures contre, comme Poutine, comme Xi Jinping, la Chine, etc. Je pense qu'il faut casser ce face-à-face, parce qu'il n'y a qu'eux qui y trouvent bénéfice, ils le nourrissent, et que ce face-à-face est faux. Il me semble, encore une fois, le Sénégal, ce qui se passe le prouve. C'est-à-dire il y a des combats démocratiques, des aspirations à la liberté publique qui sont très fortes. Et ces aspirations, ce n'est pas une aspiration à ressembler à l'Occident. C'est une aspiration qui trouve d'abord sous ses racines dans sa propre société. C'est parce qu'on veut être libre, c'est parce qu'on ne veut pas être emprisonné parce qu'on donne son opinion qu'on défie les régimes en Afrique. On ne les défie pas parce qu'on est pro-occidental. On ne les défie pas parce qu'on est tourné vers l'Occident. Il me semble très important d'avoir ça en tête parce que ça fait partie des choses qui nourrissent un peu les conservatismes, qui font des alliances objectives. Il y a quelque chose que j'ai vraiment retenu de l'intervention de Laurent, comme en Balkan, un des arguments politiques aujourd'hui des pouvoirs en Afrique, c'est la tentation ou la peur de dire on va rejoindre le camp russe. Aujourd'hui, c'est un outil. C'est un outil pour obtenir des choses du point de vue diplomatique. C'est un outil sur lequel on joue parce qu'il me semble qu'au Nord, en Occident, il y a une forme qu'on a développée de complexe, de peur vis-à-vis de ces pays-là et que je pense qu'il faut casser le face-à-face parce qu'il n'existe pas. C'est une fiction, la démocratie est universelle. Les valeurs pour lesquelles se battent le peuple ukrainien, les Géorgiens sont les mêmes pour lesquels se battent les Sénégalais, les Maliens, etc. Un petit peu. Le front anti-occidental, par exemple, en Russie, deux mouvements, Hamas et les talibs, ne sont pas reconnus comme les terroristes. Front anti-occidental, c'est très simple, mais ce que l'Union soviétique effectuait en Afrique, ces résultats, peut-être les résultats humanitaires, mais c'était un grand travail pour construire le deuxième front anti-occidental. Pour l'Union soviétique, les opérations humanitaires, c'était très utile, mais le premier, c'était construire les bases militaires pour pour l'aviation, etc. Et encore, la Russie a apporté en Afrique la guerre, comme à Angola, etc. Les résultats de la politique russe en Afrique, c'est par exemple le Somalie, où la politique russe était très, très active. Et puis, nous allons voir, par exemple, à 1993, la destruction totale de sociétés. C'est le résultat visible de la politique soviétique en Afrique. Mais peut-être l'université de l'amitié des peuples à Moscou, c'est mieux. C'est mieux de souvenir les aspects humanitaires de l'activité de l'Union soviétique. Et deuxième, cette chaîne de crimes était commencée en Afghanistan parce que plusieurs tactiques
effectués dans les conflits locaux sur l'espace post-soviétique étaient utilisés auparavant, par exemple en Afrique. Ce sont les méthodes soviétiques reproduites par la Russie. Vous nous montrez que la discussion sur les sources de la politique actuelle de la Russie est beaucoup plus profonde. Pour la Russie, en Russie, l'Afrique presque n'existe pas. L'espace post-soviétique, peut-être. En France, peut-être l'Afrique est plus visible. De l'intérieur de la Russie, c'est presque invisible et il faut encore ajouter les questions de l'Afrique dans notre discussion sur les sujets des droits humains en Russie. Merci beaucoup. Je voulais juste aussi ajouter sur ce que tu disais, qui était très intéressant, sur le sentiment de frustration vis-à-vis de l'Occident, qui nourrit aussi ce rapprochement avec la Russie. Et à ce titre, le discours d'Emmanuel Macron il y a 2 jours sur l'Europe, que j'ai écouté attentivement, sur l'intégration des Balkans occidentaux, de l'Ukraine et de la Moldavie, il a dit que ces États et ces pays avaient vocation à rentrer dans l'Union européenne. Ce qui est exactement le même terme utilisé au sommet européen de Thessalonique en 2003. Donc il y a plus de 20 ans. Donc, évidemment, quand vous êtes citoyen des Balkans, vous entendez ça, vous tombez de votre chaise et potentiellement se tourner vers d'autres acteurs, la Russie, la Chine ou d'autres, quand ce genre de promesses finalement n'arrive jamais. C'est 20 ans, c'est une génération déjà. Seulement 2 mots. Cette chaîne des crimes qui était entrée à Pristina sur l'aérodrome Slatina le printemps de 99. Les forces spéciales russes dirigées par colonel Yunus Bek Yevkurov. Puis, 10 ans, un peu plus de 10 ans, il était le président de l'Ingouchie, une petite république au Caucase du Nord. Et qu'est-ce que faisait Yunus Bek Yevkurov plusieurs mois de l'année passée, après la révolte de Prigojine? Avec les autres généraux russes, il avait la révision de l'héritage de Wagner sur l'espace africain. Voilà pourquoi les mêmes figures aux Balkans et en Afrique. Ну, во-первых, большое всем спасибо за очень интересные выступления и такой экскурс в историю и в современный день. Но у меня вопрос сейчас к Денису. J'ai posé les questions à Denis. Vous pouvez m'écouter sans votre casque, je parle russe. Malheureusement, je ne parle pas ukrainien. J'ai la question suivante à vous poser. À quel point est-ce que votre collaboration avec les structures de l'Occident, de l'Europe, dans le domaine de l'étude des crimes est profonde? Et quelles sont les chances que ces structures occidentales ou des pays occidentaux donnent en mandat d'arrêt ou de recherche des criminels de Poutine, des crimes du régime de Poutine qui a commencé cette guerre et contre la Russie, tout simplement pour tous les crimes qui ont été commis. J'imagine que ce serait trop difficile de nommer chaque criminel, mais il faut trouver des responsables et il faut un châtiment. En fait, il y a déjà un mandat qui a été délivré pour l'arrêt de Poutine et plusieurs autres participants, plusieurs autres coupables. Oui, ça c'est lié à l'enlèvement des enfants. Oui, mais il y a eu aussi un nouveau mandat pour l'arrêt des commandants de l'aviation, de l'armée russe. Mais en tout cas, effectivement, nous collaborons beaucoup avec des organisations internationales, avec des bénévoles, avec des gouvernements d'autres pays. Et habituellement, depuis 2022, en fait, tous les experts internationaux du droit international pénal
Et ils disent que ces crimes doivent être investigués, enquêtés en Ukraine. Et bien sûr, nous connaissons notre système judiciaire et nous sommes un peu moins optimistes qu'eux à cet égard, mais en tout cas, nous travaillons là-dessus maintenant et nous, en fait, tous les jours, nous établissons les listes de victimes, nous recueillons les documents, nous les envoyons à la Cour pénale internationale. Donc, nous envoyons en fait de grands résumés, on va dire, des crimes de guerre. Nous avons envoyé des rapports et, par exemple, nous considérons que l'enlèvement des enfants ukrainiens et le fait qu'ils soient emmenés en Russie doit être aussi considéré comme un crime par la Cour pénale internationale. Donc, les tribunaux ukrainiens aujourd'hui travaillent sur ces cas. Ils délivrent des décisions, des verdicts aux soldats russes. Et en même temps, nous savons que l'Ukraine est membre du Conseil de l'Europe. Et ça veut dire que les soldats russes ont aussi la possibilité de porter plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et en même temps, aujourd'hui, nous travaillons sur d'autres sujets. Donc, bien sûr, nous n'aurions jamais pu imaginer travailler aussi étroitement avec le parquet ukrainien et les autres structures officielles de l'Ukraine, mais aujourd'hui, c'est le cas. En tout cas, il y a des cas qui sont sur lesquels nous travaillons. Donc, bien sûr, les cours internationales restent le dernier espoir, c'est-à-dire que si les coupables ne sont pas punis ailleurs, ne sont pas jugés ailleurs, c'est là que la Cour pénale internationale peut intervenir en dernier ressort. Et c'est sa limite, en fait. Mais peut-être que cette Cour pourrait effectivement juger des dizaines de personnes, les personnes responsables en plus haut lieu de cette guerre. En ce qui concerne les autres crimes, pour l'instant, les investigations sont menées en Ukraine. Il n'y a pas d'autres dispositifs pour cela, mais il y a effectivement une idée de créer ce tribunal international pour le crime de l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Et il s'agirait peut-être d'un tribunal qui pourrait travailler continuellement parce que, évidemment, ce n'est pas la dernière agression que nous connaissons dans l'histoire et effectivement, il y a d'autres cas qui pourraient être traités dans ce cadre. Merci beaucoup. Est-ce que vous espérez une sorte de procès de Nuremberg contre les criminels russes? Une sorte de tribunal de Nuremberg 2.0. Nous ne espérons pas seulement, nous travaillons activement pour que ça arrive. Bonjour et merci. Boris Fedorovski, Russe blanc. Il me semble que cette table ronde aurait pu être élargie dans son sens à guerre et violence. Depuis 1918, toute la période soviétique de l'histoire russe, malheureusement toujours pas finie, cette période est basée sur la violence. Aujourd'hui, entre bien sûr les 6% de PNB strictement militaires, mais aussi tout ce qui tourne autour des prisons, on voit d'ailleurs le lien entre la guerre en Ukraine et les prisonniers. Bon, tout cet ensemble de la violence, il pèse sûrement 10 à 15% du PNB, si on parle en termes économiques. Alors c'est évidemment beaucoup moins que ce qu'on a vécu en URSS entre 1918 et 1953. Mais enfin, ça reste énorme, cette place de la violence. Est-ce que vous croyez que sans changement de régime et sans accompagnement par l'Union européenne, qu'il sera possible de réduire cette part de la violence dans la vie de ce pays, et c'est ce tournant qui a été raté en 1992. Bien sûr, il y a eu ce désordre des années 90, et puis après, dès que Poutine est arrivé au pouvoir,
tout, l'économie, le complexe militaro-industriel, les forces de, entre guillemets, sécurité, enfin, qui on se demande où est la sécurité là-dedans, c'est plutôt l'insécurité, ont repris leur place et ont repris leurs 15% dans le PNB. Voilà, donc y a-t-il une possibilité de changer ça sans un changement radical et sans un accompagnement par l'Union européenne? Je suis sûr, le sujet de violence de temps soviétique, la répression, etc., c'est le sujet très important. Mais aujourd'hui, nous parlons sur les guerres post-soviétiques essentiellement, non seulement sur les territoires post-soviétiques, mais encore dans les régions où participaient les forces russes, et sur le sujet des services spéciaux, des répressions, des prisons, etc., en histoire et en actualité. Ça sera l'autre table ronde. Et peut-être c'est un sujet un petit peu séparé. C'est impossible de parler sur tous les aspects en même table ronde. C'est la déconstruction d'un sujet très grave, très complexe. Peut-être nous allons parler ici seulement sur 3 questions. Les guerres, et pas surtout les guerres. Les répressions, les prisons, le KGB, etc. Et la discrimination, mais notre travail va continuer. Et peut-être il y aura encore quelques autres tables rondes, peut-être une année après, et peut-être nous pourrons parler spécialement sur ces sujets. Mais peut-être Denis peut dire que la violence et les prisons, le système des prisons construites sur les territoires occupés de l'Ukraine, c'est aussi très important. C'est aussi la tradition de violence dans les prisons soviétiques et de violence dans les prisons illégales pendant les conflits armés. Mais c'est un petit peu autre sujet. Step by step. C'est seulement le commencement aujourd'hui. Ça continuait depuis plus de 100 ans, l'histoire soviétique et l'histoire post-soviétique. Et résoudre tous les problèmes immédiatement, c'est très très difficile. C'est seulement le commencement. Merci. Merci. Je pense qu'on a le temps de prendre encore 2 questions, courtes si possible, ou remarques pour laisser le temps à notre intervenant de répondre. Et on va devoir conclure. Moi, j'aurais une question. Non, parce qu'on parlait quand même de l'enchaînement de la violence et de cette histoire de guerre qui se poursuit, Union soviétique, Russie, etc. Est-ce qu'on a une idée, c'est peut-être une question pour vous, est-ce qu'on a une idée de l'influence qu'exercent sur les sociétés les vétérans qui rentrent de ces guerres, d'Afghanistan, de Tchétchénie, aujourd'hui d'Ukraine, ça fait déjà 2 ans et demi quand même que le conflit dure. Est-ce qu'il y a il y a forcément une influence, mais quelle est cette influence et comment ça peut changer, faire évoluer la société russe, à votre avis? Alexandre, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les questions des crimes, éventuellement, et pas que des crimes d'influence commis par les vétérans russes qui rentrent de la guerre? Moi, j'ai vu ce matin dans les actualités qu'on calcule 100 personnes tuées, ne serait-ce que par les vétérans qui sont rentrés de l'Ukraine. Que peut-on dire d'autres conflits? Comprenez-vous? Oui, Radio Liberté nous dit qu'il y a 100 ou 200 de gens tués par les gens de Wagner retournés en Russie. Mais c'est seulement le commencement. C'est seulement le commencement. Et les résultats, nous verrons peut-être beaucoup plus tard. Aujourd'hui, nous voyons encore les autres aspects de cette violence. Après l'action terroriste à Crocus City, à Moscou,
quand on a attrapé les terroristes, on a coupé l'oreille à un des arrêtés. On a fait les vidéos, et ce vidéo était placé dans les réseaux sociaux. Et puis, les représentants de l'État russe disaient que c'est normal, qu'il faut faire cela. C'est pas la violence de quelques personnes qui sont revenues de la guerre. Beaucoup plus dangereux que la violence, la réhabilitation de la violence de l'État contre qui? Contre les terroristes, puis contre les opposants, etc., etc. On coupait souvent les oreilles en Afghanistan, en Tchétchénie, etc., etc. Mais aujourd'hui, c'est la réhabilitation des tortures d'une méthode possible. Cette guerre, ce n'est pas la guerre privée de quelques personnes qui sont allées en Ukraine, qui ont tué les Ukrainiens, puis reviennent et ont tué quelqu'un. Ce n'est pas une guerre privée, c'est une guerre de l'État. Et cette politique, cette violence, c'est encore politique de l'État russe. C'est beaucoup, beaucoup plus grave. Oui, merci. Je ne sais pas si ça répond à votre question. On pourrait parler, enfin, je suis sûre si on avait le temps, mais on peut peut-être poursuivre dans la pause, des conséquences également de retour des vétérans d'Afghanistan, de la Tchétchénie. C'est un phénomène qui a duré dans le temps. Mais effectivement, je pense qu'on ne se souvient pas d'une autre époque où c'était de façon aussi ouverte, décomplexée au plus haut niveau, y compris le porte-parole de Kremlin et le président lui-même. Je ne sais pas s'il y a encore une question urgente qui pourrait venir de la salle. Sinon, on peut commencer peut-être à conclure. Non? Si, il y a une question. Super, merci. Добрый вечер. Спасибо большое за эту встречу. У меня вопрос скорее про русское общество. Русское общество... Une question sur la société russe. La société russe a pu fermer les yeux sur la guerre en Tchétchénie et j'ai été frappée par l'indifférence de la société russe envers la guerre en Syrie. On n'en parlait pas du tout, même au sein des gens plus cultivés. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la société russe essaie de ne pas penser non plus à la guerre en Ukraine. Comment vous l'expliquez? Et est-ce que vous avez une idée de comment lutter contre ce phénomène? Parce que je pense que c'est une partie des choses qui permettent en fait au gouvernement russe de commencer encore de nouvelles guerres. Nous sommes ici les gens de Mémorial. Nous sommes ici les représentants de la Russie qui voyaient les crimes, qui documentaient les crimes, qui essayaient de s'adresser à toute la société de la Russie pour finir ces crimes. C'était peut-être difficile, mais par exemple, pendant la première guerre tchétchène, Boris Nemtsov a reçu 1 million de signatures sous la lettre contre la guerre, pour finir la guerre. Et ce qu'a effectué finalement général Lebedь, c'était le résultat de ce qu'il comprenait qu'il y a le mouvement antimilitaire. Pendant la deuxième guerre tchétchène, il n'y avait pas presque de possibilité de lutter contre cette guerre au niveau politique. C'était beaucoup plus difficile. Mais la lutte contre les crimes nous a donné pas la victoire, mais il y avait les milliers de dossiers criminels ouverts pour l'investigation. L'impunité était presque totale, mais pendant la première guerre tchétchène, il y avait presque 2 dossiers criminels ouverts et investigués. Les centaines de résolutions de Strasbourg, c'est encore le résultat du travail de société civile. Peut-être nous n'avons pas donné à nos autorités transformer la tragédie en statistique.
chaque crime est nommé. Aujourd'hui, peut-être nous ne voyons pas de résultats, mais si nous nous adressons à la sociologie, le résultat de travail des défenseurs des droits humains, encore qui luttaient contre les tortures, ils vont parler la table ronde suivante. Nous voyons le résultat. La transformation de l'opinion de société russe est visible. Les autorités sont pour couper les oreilles, mais pour beaucoup plus nombreux Russes, les tortures sont impossibles aujourd'hui. C'est invisible parce que nous voyons pas la société russe, mais les autorités russes. Et encore, le commencement de la grande guerre en Ukraine, Lev Ponomarev a organisé quelques déclarations contre la guerre. Plus d'un million de signatures, il a reçu presque immédiatement. La société russe aujourd'hui est presque invisible, mais encore il y a les dizaines de milliers de Russes qui travaillent, par exemple, pour l'aide aux Ukrainiens déplacés en Russie, ou pour les prisonniers politiques, etc., etc. Ce travail est invisible encore parce que si je vais vous montrer quelques aspects de ce travail, ces aspects devront visibles encore pour nos autorités. Mais le niveau, l'échelle de répression contre la société civile russe, contre les représentants de la société civile russe, 10 fois plus qu'au temps de l'Union soviétique, au temps de Khrushchev, Brezhnev, Andropov. Cette échelle de répression nous montre qu'il y a l'autre Russie qui n'est pas aveugle. Peut-être elle est muette aujourd'hui, mais elle travaille. Elle travaille. Peut-être l'impression est autre, mais on nous a dit que le premier que fait la Russie qui entre dans quelques régions, c'est purifier cette région de la presse libre. Voilà pourquoi peut-être vous ne voyez pas tout le spectre des activités de nos compatriotes. C'était très simple de dire, nous sommes à Paris, nous sommes libres, nous parlons, mais nous sommes les représentants de la Russie qui continue ses luttes. Oleg Orlov, duquel on commençait à parler, on parlait de le commencement, c'est le représentant de cette Russie qui n'est pas muet, qui n'est pas aveugle et qui lutte. Merci beaucoup pour ce mot presque de la fin de notre table ronde. Effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels on va et on doit continuer à travailler ensemble, dont notamment l'aspect légal sur le travail qui est mené par Denis en Ukraine, mais également de certains de nos collègues en Afrique, dont certains ont dû quitter les pays dans lesquels ils documentaient les crimes de Wagner parce qu'ils étaient menacés à la fois par Wagner, par les forces de Wagner eux-mêmes, mais également par les représentants de leur pays qui coopèrent avec Wagner et que cette activité dérangeait également. Nous surveillons bien évidemment très attentivement ce qui se passe dans les Balkans et ce que je voulais dire, peut-être juste pour préciser un tout petit peu ma pensée, quand je parlais de des crimes qui étaient au même temps, qui sont commises je parlais pour la première fois, je parlais surtout par les crimes commis par la Russie. Peut-être que c'était ça la nuance, parce qu'effectivement le TPY a montré la voie dans ce sens. Mais pour la Russie, on parle de l'aveuglement de la société russe à juste titre, à mon sens, complètement pour la guerre en Tchétchénie, un peu moins pour la guerre en Ukraine, mais néanmoins, quand même, on ne peut pas encore parler des yeux ouverts de toute la population sur la question. Et même si, bien sûr, voilà, les gens en Russie sont également victimes de propagande et de désinformation à une échelle absolument incroyable, néanmoins, je pense qu'il y avait quand même aussi un déni et un aveuglement
y compris légales, de la part de l'Occident sur les crimes commis en Tchétchénie pendant 20 ans, pour avoir documenté, comme Alexandre et comme beaucoup de personnes dans cette salle, ces crimes. On se souvient encore des discussions qu'on a pu avoir à l'ONU, au Conseil de l'Europe, où on nous expliquait que tant que le conflit reste interne à la Russie, il reste en Tchétchénie, il ne risque pas de déborder, c'est pas grave, on peut faire avec. Toutes ces mesures qui sont actuellement prises contre la guerre en Ukraine, avec retard et pas suffisamment fort, on les a appelées de nos cœurs il y a 30 ans, en disant une chose très simple, et Mémorial était le premier à le dire haut et fort, que si on n'arrête pas ces crimes en Tchétchénie, ça ne va jamais rester en Tchétchénie, ça va déborder les frontières de la Russie. Voilà, le communauté internationale s'empressait à nous rassurer en nous disant que voilà, on dit des choses beaucoup trop pessimistes et que bien sûr que si on ménage la Russie, si on ne le considère pas comme ennemi, si on ne l'isole pas, si on ne l'humilie pas, ça rappelle beaucoup de souvenirs maintenant, toutes ces paroles-là, tout rentrera dans l'ordre. Après, on a eu la Géorgie, c'était à peu près le même discours. Si on laisse 25% occupés des territoires géorgiennes, c'est pas grave, ça va calmer la Russie, elle va pas se sentir humiliée, ça va s'arrêter là. La Syrie a changé un peu de tactique, enfin la Russie en Syrie a changé un peu de tactique parce que pendant longtemps on niait la présence de la Russie, après on l'appelait par des mots qui n'étaient pas tout à fait exacts, mais néanmoins également maintenant on parle de retour de Assad à la scène internationale avec la force qui lui a permis incontestablement de rester au pouvoir et qui est la Russie. Et c'est uniquement, malheureusement, si on dit les choses avec les vrais mots, quand le conflit est arrivé à la frontière de l'Union européenne et de l'OTAN, que tout d'un coup, tout le monde s'est réveillé et a compris qu'effectivement, le risque de débordement existe. Donc il y a effectivement ces deux mutismes de la société russe à l'intérieur et de communauté internationale, si je peux me permettre d'être un peu critique, après tant d'années de documentation des crimes et des guerres, qui a conduit à la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Et c'est le partage de cette responsabilité, tout comme la responsabilité d'absence de crimes contre l'agression, justement, inclus dans le mandat de la Cour pénale internationale et dans le mécanisme de justice internationale, puisqu'il n'y a pas que la Russie, dans ce cas-là, qui risque d'être accusée de l'agression. Et on préfère ne pas avoir cette qualification dans le droit international, qui risque d'être un tout petit peu en cause de plusieurs conflits dans ce monde qui continuent. Et c'est pour ça que le travail de tous nos intervenants pour battre la désinformation, qui reste quand même aussi un élément clé de cette impunité et de cette violence que nous avons décrit, et effectivement, qui ne date pas de 30 ans, mais le projet qui nous réunit aujourd'hui, c'est les 30 ans avant. Sinon, on pourrait aller effectivement à 100 ans avant, et même bien au-delà, parce que malheureusement, l'Empire russe pré-soviétique n'était pas non plus connu pour les bonnes conditions dans les prisons, ni pour ne pas écraser les minorités de façon extrêmement violente. C'est une très très longue histoire, mais dans les 30 dernières années, dans effectivement ces conflits post-soviétiques qui nous ont unis aujourd'hui, démontrent une fois de plus ces deux champs de travail extrêmement importants, le champ de travail et de lutte contre l'impunité et contre la désinformation et pour les médias libres, qui sont des conditions pour que cette impunité se sache et qui permettent de lutter efficacement contre tout ceci. Donc je remercie encore une fois tous nos intervenants. Et je vous invite de rester avec nous parce que justement, plusieurs questions qui ont été posées vont trouver leur réponse dans les tables rondes qui suivent sur la répression, sur la situation des médias, sur la situation des minorités en Russie même et sur les mouvements qui continuent à s'opposer à toutes ces violations. Merci beaucoup.